C'est bon là, ça tourne pour le débrief hebdo? Bon, entre nous, sincèrement, sans Wall Street, on n'est quand même pas grand chose. Ah bah, il n'y a qu'à voir cette semaine, hein, tout est à l'arrêt complet sur les marchés. Alors certes, nous avons mis une casquette bleue déjà depuis une semaine. Tout reste complètement scotché au plafond. Les cryptos, quant à elles, restent fortes avec the big news de la semaine autour de Binance. Et oui, les marchés américains étaient fermés jeudi, demi-séance seulement vendredi. Et du coup, zéro initiative. Pour cause de Thanksgiving. Thanksgiving est une fête américaine célébrée le 4e jeudi de novembre, marquant la gratitude pour les récoltes et les bénédictions de l'année, souvent avec un repas familial centré autour d'une bonne grosse dinde bien fourrée et bien rôtie. Alors oui, on est détendu, on est bien confortablement ce dimanche dans le débrief hebdo et parlons de l'inflation au Japon. C'est un débrief hebdo dans lequel on voyage. 2,9% au mois d'octobre, c'est la première augmentation en glissement annuel depuis 4 mois. Et là-bas, ils sont contents qu'il y ait de l'inflation. Bah oui, ça fait des années qu'ils essayent de créer de l'inflation au travers de politiques monétaires ultra accommodantes. Ça fait des années qu'ils injectent comme des grosses dindes. C'est la thématique du jour. Du coup, il y a des spéculations sur la normalisation de cette politique monétaire ultra libre. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Nous dépassons donc l'objectif de 2% que s'est fixé la banque centrale japonaise, autrement dit la BOJ, comme à peu près toutes les banques centrales. Merci la baisse du yen, la vulnérabilité du pays face à l'augmentation du coût des matières premières et du coût de l'énergie, car là c'est le dollar face au yen. Donc plus le dollar yen monte, plus ça veut dire que le yen s'écroule. Et il a donc fait x2 depuis 2011, 50% en 2 ans. Et non, c'est pas une crypto. En Équateur... Ouais, c'est pas un drapeau cette fois, je sais pas, je me suis chauffé là. Le nouveau président, Daniel Noboa, prête serment. Alors, beaucoup de chantiers, hein. Le pays doit rembourser sa dette, il y a des troubles sociaux, hausse de la criminalité. Bah, c'est la France ça, non? Et c'est le fils d'Alvaro Noboa, mania de banane et 5 fois candidat à la présidence. Alors, la principale priorité, c'est de lutter contre la violence et la drogue. Ah bah non. Le taux d'homicide a augmenté de 300% en 5 ans. Alors, son gouvernement va durer 17 mois seulement, puisqu'il doit achever le mandat du président sortant, Guillermo Lasso. Et en Argentine, c'est le libéral radical Javier Milei qui prend la présidence. Alors lui, il va être confronté à d'autres problèmes, comme l'inflation, 143% d'inflation sur un an, comme quoi les 3,2% qu'on a aux États-Unis, finalement on se dit, oulala, on est loin de l'objectif. Il y en a qui sont encore un peu plus loin que l'objectif quand même. La dette intérieure qui a explosé. Légaliser aussi accessoirement les ventes d'organes humains. Alors, pas tous. Il veut privatiser, réduire les dépenses, passer du peso au dollar américain, dégager la banque centrale et aussi toutes les lois des armes à feu. Ça aussi... ça dégage. Bien évidemment, dégager la banque centrale et les lois des armes à feu, ça n'a absolument aucun rapport. Bref, il y a du taf. Alors tiens, d'ailleurs, en parlant de taf, en parlant de boulot, l'OPEP+ a décidé de pas faire la réunion cette semaine. Non, mais finalement non. Non, mais on a une dinde à les bouffer, donc du coup, c'est décalé à la semaine prochaine. Et du coup, les marchés se sont dit, s'ils reportent la réunion, ça veut dire qu'ils ont du mal à s'entendre sur des prochaines réductions de production de pétrole. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de volatilité. En l'occurrence, encore une fois, cette semaine. Alors visiblement, tout le monde dit qu'il s'accorderait sur une nouvelle réduction de 1 million de barils par jour. Je rappelle qu'ils produisent quand même 100 millions de barils par jour. Et ce, pour essayer de stabiliser le marché parce que les cours du pétrole se sont boités depuis 2 mois. Ils ont perdu 20%. On a eu également cette semaine les minutes de la Fed. C'est le rapport complet. On essaye de lire entre les lignes de ce qui s'est raconté dans... la réunion de Jérôme Powell il y a 3 semaines. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, il n'y a pas beaucoup de scoop. Elle veut maintenir la pression sur les taux d'intérêt, donc sur l'inflation. Et ce, pendant un certain temps. Elle a rappelé que l'inflation est bien supérieure à son objectif, 2% donc. Et elle ne relèvera à nouveau ses taux directeurs que s'il y a des données qui montrent l'insuffisance de la réduction de la pression des prix. Insuffisance de la réduction de la pression des prix. Enfin bref, en gros, si l'inflation
baisse pas assez vite, quoi. Le marché aujourd'hui estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux pour la dernière réunion de l'année qui aura lieu donc le 13 décembre. Et le pivot, c'est-à-dire un début de baisse des taux d'intérêt, le marché estime que ça aura lieu le 1er mai. Aujourd'hui, c'est grosso modo 40% des estimations, mais la majorité. C'est pour ça d'ailleurs que ça détend les marchés. Mais on voit ça après, tout de suite, la partie micro. L'une des dernières grosses boîtes aux États-Unis a publié, Nvidia. Je rappelle que plus de 90% d'entre elles ont publié leur 3e trimestre. En même temps, on est fin novembre. Alors les résultats étaient moyennement bien accueillis. Je rappelle quand même que l'action Nvidia est sur des records historiques, pour ne pas dire ATH. Alors pourquoi le marché a pas très bien accueilli? Parce que je rappelle que on se projette, c'est bien le passé, mais le futur est quand même important, la visibilité, crainte des restrictions croissantes imposées par les États-Unis sur les puces électroniques, ce qui risque de saper la croissance en Chine. Et le problème, c'est que la Chine, c'est son 3e marché, en plus de tout ce qui est intelligence artificielle et tout le bazar. Donc je le disais, oui, les résultats étaient quand même supérieurs aux attentes. Bénéfice net, petite hausse, petite. Bah, c'est pas foufou, mais ouais, petite hausse quand même. 1250% de croissance de bénéfices. 1250%. 9,2 milliards de dollars de bénéfices sur le trimestre. Le bénéfice par action lui aussi explose les attentes. Et pareil pour son chiffre d'affaires, plus de 100% de progression. Plus de 18 milliards de dollars. Et c'est 2 milliards de plus que ce que le marché attendait. Alors pourquoi le marché hésite? Eh bien parce qu'il n'arrive pas à se projeter sur les perspectives, sur l'inflation, sur la croissance. Et puis qu'on est sur des ATH. Sinon, on a Bayer. Et là, c'est un peu moins bien. C'est nul! Boîte pharmaceutique allemande, et je dirais même que ça ramasse de haut. Quasi moins 20% sur l'action sur la journée, alors que l'action a déjà été divisée quasiment par 2 depuis le début de l'année. Comme quoi, c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse, et c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. Fermons la parenthèse. Et oui, Bayer a interrompu un vaste essai de phase tardive de médicaments anticoagulants. Et ce genre de business, ça promettait des milliards de dollars ou d'euros, enfin bref, des milliards de revenus. Et c'est le comité indépendant des essais qui a recommandé d'arrêter. Et en plus de ça, Bayer a été condamné à verser plus de 1,5 milliard de dollars à des plaignants pour le très controversé désherbant Roundup. Pas Roundup, Roundup, pas possible. Roundup, Roundup, double top. Roundup et 165 millions de dollars à des employés d'une école au nord de Seattle. Bref, ça pue. Excuse-moi FT, et je suis vraiment désolé François Thomas d'avoir éternué dans tes oreilles avec ton casque, étant donné que tu gères le microphone. C'était juste pour tester, voir si Si le micro il sature. Est-ce que ça sature? Non, moi ça va, je suis au calme. Ouais, je sais que tu m'aimes. En même temps, t'étais pas là la semaine dernière dans le débrief hebdo, donc je peux... Oui, tu nous as manqué, oui. Dites-le en commentaire si vous a manqué. Si vous a manqué, vous mettez un like. Et si vous a pas manqué, vous mettez un like quand même. Mais on verra la différence. Semaine prochaine, on a encore quelques publications de résultats. Disons que c'est pas de la grosse dinde. Passons à la suite. Alors, je le disais, semaine dernière, on passe en mode casquette bleue. Elle est où ma casquette? Putain, je l'ai déjà jetée. Semaine dernière, donc nous passons en casquette bleue. Ça veut dire moins acheteur, pas tout à fait vendeur. Bref, une pause après avoir accompagné la hausse des marchés pendant 3 à 4 semaines. D'ailleurs, en début de semaine, là, dès le lundi, on a sorti les derniers achats qui restaient, notamment sur le SP500, 4549, et également un trade même tardif sur le Nikkei qui a permis de sortir quand même en gain de 700 points avec une prise d'objectif quasiment à 10 points du plus haut de la semaine. C'est quand même déjà pas mal. Donc oui, on a charbonné à l'achat pendant des jours et des jours. Maintenant, on se calme parce qu'on arrive sous des niveaux de résistance. Et je le disais avant, c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. Et d'autant plus qu'on savait très bien que ça allait être probablement une semaine de broutage avec leur Thanksgiving aux États-Unis. Et sans les États-Unis, on fait pas grand-chose. Sauf que ça reste quand même accessoirement les maîtres du monde. Broutage, c'est bien évidemment un terme technique utilisé afin de signifier qu'il n'y a pas de volatilité, moins d'opportunités et donc pas de gros biais, de grosses manœuvres privilégiées. Et plus de risques de prendre un trade
que de potentiel estimé. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand le marché ne fait rien, quand tu sais voilà, qu'on est sous des niveaux clés, mais que le marché ne te donne pas raison de nouvelles directions et inversement qu'il ne te donne pas suffisamment tort d'une éventuelle prise de décision que tu as prise sur ces niveaux pour reprendre la casquette que tu as laissée. Donc la casquette qu'on a laissée, voilà, elle est ici, donc c'est pas la rouge, c'est la casquette verte. Est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on a des éléments positifs supplémentaires qui nous permettent de dire ok, finalement on la reprend, on repaye et on va viser finalement les objectifs, on n'en est plus très loin, les ATH. Eh bien non, alors ne t'acharne pas. Alors ça semble une évidence comme ça, mais c'est vrai que beaucoup qui sont derrière les écrans se fixent des objectifs de résultats et quand le marché fait rien, on se force à prendre des décisions pour atteindre ces objectifs, on fait de l'overtrading, on rentre dans un cercle vicieux et qu'est-ce qu'on fait? Résultat, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd très souvent, la grande majorité des cas, du capital. Et donc, je le disais, on prend même des risques plus importants que le potentiel qu'on pourrait avoir si on clique maintenant sur le bouton de la souris. Quel est l'intérêt? Aucun. Si ce n'est satisfaire son ego ou voilà. Alors on peut faire autre chose, on fait le ménage, la vaisselle, on va courir, on fait un peu de sport, on s'occupe de ranger, même si me concernant le bureau est quand même plutôt pas mal rangé. Mais plus sérieusement, la question c'est est-ce que c'est pas mieux de charbonner, c'est-à-dire d'accélérer les prises de position et les décisions et d'augmenter son exposition lorsque le marché nous donne des éléments, lorsque ce que j'appelle les planètes sont alignées, lorsqu'on a des éléments, que ça soit dans le contexte, d'un point de vue technique, qui convergent et qui font que tiens, il se passe quelque chose, ma stratégie est déclenchée. On ne sait pas si ça fonctionnera ou pas, peu importe, mais on a des éléments qui convergent en faveur de notre plan. On regarde le contexte, l'aspect technique et quand on est tout réuni, on y va, on charbonne. Voilà. Donc je pose cette question et posez-vous cette question lorsque les marchés ne font rien. Et ça, c'est l'un des premiers pièges qu'on fait lorsqu'on débute. On dit tiens, j'ai 1 heure à passer derrière les écrans, après le boulot, en journée, en soirée, et on essaye de trader finalement quand le marché fait pas grand chose. Et on est absent quand le marché fait des choses. Quand le marché bouge, quand le marché nous donne raison. Donc attention à ce genre de choses. Alors après, on apprend à l'anticiper aussi avec l'expérience et avec cette notion justement de contexte que j'essaye de vous partager ici. Donc hormis avoir sorti tous les achats là-haut, les derniers en tout cas, aujourd'hui on commence, à planter des graines à la vente. On en avait déjà parlé avec Rodolphe la semaine dernière. Mais attention avec des tailles de position réduites. Pourquoi? Alors je le disais parce que le marché pour le moment ne donne absolument pas de signaux négatifs, même en horaire, donc le marché ne donne pas raison à cette stratégie pour le moment. Et la question est, à quel moment est-ce que le marché donnera raison? Lorsqu'on passera à ce que j'appelle sous des niveaux de polarité. Donc c'est ces niveaux au-dessous desquels on aura des premiers signaux de faiblesse, que ce soit sur des unités de temps courtes, daily, voire horaires. Alors en voici quelques-unes, quelques niveaux justement en dessous desquels on commencerait à avoir des premières indications. 4520 sur le SP500, 15900 sur le DAX, 15800 sur le Nasdaq, 7230 sur le CAC. Et bien évidemment, parallèlement, on regarde toujours un petit peu ce qui se passe sur le taux d'intérêt à 10 ans qui lui s'est détendu, ce qui a permis de détendre les actifs risqués et donc les indices, et également sur le dollar américain, s'il continue à se détendre, ça devrait favoriser les indices américains et inversement, s'il remonte, ça devrait défavoriser les indices américains. Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux de polarité, pour le moment on est toujours dans une lame de fond positive, ce qu'on peut appeler également plus techniquement une tendance primaire haussière. Et d'ailleurs on peut s'aider aussi par exemple de moyennes mobiles horaires qui sont des points de repère de ces tendances. Tant qu'on passe pas en dessous, on est toujours dans des tendances haussières. Alors début de semaine me concernant, j'ai pris après avoir pris les 700 points de gain, je le disais, dès l'indice sur le Nikkei, je commence à avoir des signaux de faiblesse et une rupture de polarité sur l'indice Nikkei. Après donc cette série incroyable de gains, parce qu'on a pris tous les hauts, les bas, etc. Je prends une position à la vente sur la rupture de la polarité des 33 200. En plus, il sous-performe, les marchés plafonnent, il commence à baisser le premier, le plus faible, je le tape dessus. Ça n'a rien donné, donc j'ai pris une perte là-dessus. Et oui, j'ai coupé ma position quand bien même le Nikkei n'arrive toujours pas à passer cette grosse zone des 34 000. Tout simplement parce que les signaux que j'avais ont été invalidés dès le lendemain. Ça a été très rapide. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est une erreur d'avoir pris ce trade? Non, ce n'est pas une erreur. J'avais un premier signal de rupture de polarité, une stratégie en place, un money management qui était maîtrisé sur cette position, le marché est tout simplement pas allé plus loin. 2, j'ai accepté ma perte pour éviter de me faire traîner, parce qu'on peut avoir des marchés comme ça qui continuent à être ce que j'appelle un peu en hausse larvée, qui montent un peu en crabe, un monte en crabe un peu comme ça sur le côté, mais sans vraiment foncer, tu vois, plus comme ça. Petite hausse larvée, petite baisse larvée, petite hausse larvée, bam bam bam, je me fais sécher, bam bam bam. Je suis un peu essoufflé là du coup.
Et 3, toujours rester humble, même après une très belle série. Pour vous montrer ici aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous partage cette perte, même à posteriori, parce que oui, des pertes, il y en aura toujours, c'est pas grave. Ça fait vraiment partie intégrante du trading, il faut simplement l'accepter et surtout maîtriser cette période comme ça qui sont pas forcément évidentes. Alors la question, est-ce que je rentrerai si j'ai à nouveau un signal baissier? Bah oui, puisque j'utilise ma règle que j'appelle des 2 cartouches. 2 positions perdantes maximum sur le même plan. Donc la seconde sera utilisée si le Nikkei repasse sous cette zone de polarité. Alors je la remonte un petit peu plutôt vers les 33 400 que les 33 200. Je verrai la semaine prochaine si on a des signaux de faiblesse et une convergence d'éléments, donc avec des taux qui remontent, des indices américains et européens peut-être qui rebaisseraient. Donc on savait que ça allait être une semaine de broutage, alors trading light. Semaine prochaine, on surveille donc les polarités, le taux, le dollar, le gold également qui reste toujours sous pression haussière. Il va tenter enfin de passer les 2000 $ et pourquoi pas d'ici Noël atteindre les record annuel. L'euro-dollar, quant à lui, tient toujours les 1,0860, toujours dans cette lame de fond positive. Je l'ai travaillé à l'achat. J'ai sorti mes positions puisque j'ai remonté mes stop win. Ça a été entre 250 et 300 points quand même de performance. Et il reste toujours positif avec un dollar américain qui reste toujours très faible, ce qui d'ailleurs profite au gold, mais aussi donc à l'euro-dollar. Et donc toujours dans cette pression acheteuse qui a notamment été alimentée par une inflation aux États-Unis meilleure que prévu la semaine passée. Et donc une politique monétaire de la Fed anticipée par le marché, un peu plus accommodante, en tout cas moins restrictive. Alors Binance, l'une des plus grandes plateformes crypto au monde, a violé les lois financières américaines. Elle a donc accepté de payer un peu plus de 4 milliards de dollars d'amende, avec au passage démission de son PDG surnommé Cizib. Il a plaidé coupable pour toutes les charges qui ont été retenues contre lui. Et oui, il n'a pas fait assez d'efforts pour détecter et éviter tous les risques de blanchiment d'argent, financement du terrorisme et j'en passe. Il devra quand même aussi payer accessoirement 50 millions de dollars d'amende d'un point de vue pénal. Le gouvernement demande 18 mois de prison. Il pourrait en encourir jusqu'à 10 ans. Ça, c'est en théorie. Mais ça, on ne le saura pas avant 6 mois. Alors à court terme, on pourrait se dire oulala, c'est encore une mauvaise nouvelle. Sauf que le fait que Binance se plie aux réglementations, à la régulation américaine et que justement Binance prenne des décisions parfois radicales pour éviter que ça se produise, en tout cas en l'occurrence que ça se reproduise, et ça veut dire qu'on continue le ménage à l'intérieur du marché des cryptos. C'est plutôt une bonne nouvelle sur le long terme. Ça assainit le paysage, ça montre que voilà, on accepte les erreurs mais qu'on fait le nécessaire pour les éviter à l'avenir. Et donc, il y a des efforts pour aller de l'avant. Alors, il y a encore 2 enquêtes judiciaires en France pour Binance. Sujet donc de blanchiment aggravé, dissimulation et j'en passe. Et exercice illégal de la fonction de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Donc, on pourrait le prendre comme des mauvaises nouvelles, mais le marché, je le vois aussi plutôt verre à moitié plein. Parce que les autorités, finalement, de plus en plus creusent, savent de quoi elles parlent, discutent et les acteurs crypto sont prêts à s'y résoudre, même si on doit passer par des amendes monstrueuses. Et elles les acceptent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et ça serait d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle pour l'ETF Bitcoin Spot que tout le monde attend pour 2024. Alors, est-ce que ce changement de psychologie positive qu'on a sur le marché, dont on vous parle avec Rodolphe depuis maintenant quelques semaines, est toujours d'actualité? Bonjour à toutes et à tous, salut Xav, j'espère que vous passez toutes et tous un excellent week-end. Rapidement, un petit point sur les crypto-monnaies. Comme tu l'as dit, on s'achemine vers plus de régulation, plus de centralisation. Alors je sais que les crypto-fans, vous optez plus, vous dirigez plus vers plus de décentralisation. Je ne vais pas revenir là-dessus, Xav vient de le dire. On est plutôt vers un assainissement complet de l'écosystème, c'est plutôt une belle chose. Moi je vous invite dans un premier point à voir ou à lire la loi MiCA qui devra arriver prochainement dans les mois prochains concernant les assets crypto, les cryptos, les actifs, l'ensemble des crypto-monnaies. Et derrière suivra, il faut vraiment lire MiCA 2. Et si vous lisez un peu l'ensemble de ces lois, même si pour l'instant, elle n'a pas, notamment MiCA 2, n'a pas été totalement adoptée, on voit clairement que la défi, la décentralisation risque d'en pâtir et il est légitime ou pas nécessaire ou nécessaire. Ça, c'est pas à moi de le dire ni à moi de le déterminer. On voit que l'ensemble des gouvernements ou du moins des organes de centralisation, notamment des organes de finance qui suivent un peu ce marché, vont tout faire de A à Z
pour assainir le marché, pour réguler le marché et qui au final, pour transformer un marché qui se voulait complètement indépendant des cryptos vers un marché plus centralisé. À vous de voir, c'est le premier point important qui me semblait d'aborder avec vous. On va pas faire un détail des lois ici, mais progressivement, plongez-vous dedans. MiCA 1 est déjà assez contraignante. La loi MiCA 2, elle met on va dire une sorte de point final si elle restait comme ça. Heureusement, elle va encore être modifiée, mais si elle restait comme ça, un point final à tous les espoirs de défis, de décentralisation et même de DEX. Et même de projets, pas que pour les cryptos, hein, que ça soit pour les assurances, pour plein de choses. Deuxième point, ce que j'essayais de faire comprendre ce matin ou hier matin sur IVT, on va avoir un moment ou un autre, on ne sait pas quand, ça se trouve c'est demain, ça se trouve c'est dans 3 semaines, ça se trouve dans 3 mois, on va avoir comme d'habitude des spikes, des gros spikes baissiers un matin sur toutes les cryptos, que ce soit les fortes ou les faibles. Mais actuellement, on ne peut nier, et pour moi, le balai des moyennes mobiles hebdomadaires doit vous servir grosso modo de support ou du moins de repère sur Total 3, donc Bitcoin et Ethereum exclus. En données hebdomadaires, il doit vous servir de repère. Et pour l'instant, tant qu'on reste largement au-dessus, et même si on était amené dans les prochaines semaines à faire un retour dessus, la psycho a changé. Et donc du coup, quand vous repérez un setup particulier ou une méthode que vous avez toutes et tous appris, ou un balai des moyennes mobiles en journalier à l'intérieur du balai des moyennes mobiles hebdomadaires, il faut faire preuve de moins de timidité et il faut y aller. D'accord ? Pour ma part, je vais continuer d'accentuer ce repérage, notamment par rapport au MM50, moyenne mobile 50, journalière dans un premier temps et dans quelques semaines peut-être hebdomadaire, sur les plus fortes. Regardez une rune, une SNX, mais regardez une INJ qui vous a encore offert il y a quelques heures, quelques jours, un point d'entrée sur la bande de Bollinger basse, journalière, totalement tout, autour des 14,5, on est déjà 20% plus haut, on risque de retourner à 18, 19, voire plus. Donc en fait, je veux vous dire par là, quand vous repérez actuellement un setup qui vous intéresse, essayez d'être moins timide, même si le marché crypto il est légitime depuis 1 an et demi, 2 ans, nous a bousculé, moi le premier, nous a bousculé nos émotions, notre cerveau nous a fait rencontrer des émotions plutôt, notre part de psycho, cerveau négative, et donc du coup aujourd'hui on est un peu sur la réserve, sur la crainte, mais non, c'est dans ces moments-là où, pour ma part, je crois pas forcément un énorme bull run en 2024-2025, j'en sais rien. Vous savez que moi, je regarde ce que me donne et ce que me propose techniquement et graphiquement mes graphiques de ce que je vois. Soyez moins timide sur ce que vous voyez, sur les cryptos fortes, mais également aussi un peu sur les moyennes. Et on voit surtout qu'actuellement, pourquoi on se maintient en haut du range hebdo sur Total 3, simplement parce qu'on a une rotation à l'intérieur de cette classe d'actifs. Ça a été dans un premier temps l'intelligence artificielle qui se porte toujours bien, hein, avec AGX, FET, SNX, mais on a aussi le métavers qui revient un peu sur le devant de la scène, que ça soit Mana, que ça soit Sand. Et donc du coup, cette rotation au sein de la classe des actifs fait que actuellement on se maintient et actuellement la psycho a changé. Et donc voilà, il faut vraiment retenir ça. La psycho a changé, la pédagogie a changé, et donc faut pas hésiter à être constructif tout en restant méfiant. Mais pour ma part, pour l'instant, il faut continuer d'y aller. Voilà, le Bitcoin, ça devient un peu plus difficile, même si une touchette sur les 42 dollars, 42 000 dollars, pardon, n'est pas à exclure. 2002, 2003, 2005 sur les terres non plus. Mais je pense qu'il y a des bien plus belles choses à faire avec ce changement de psycho en cours. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end, plein de motifs. Je vous embrasse bien fort. Merci Xav, à plus, ciao. Et puis oui, j'ajouterai en plus de ça, signal de marché. Ouais. Le fils de Christine Lagarde, il a pris toutes ses pertes sur les cryptos, hein, marché de merde et tout. Hop, il a tout clôturé son portefeuille à moins 60%. C'est marché manipulé, c'est de l'arnaque, tout ça. D'ailleurs, sa maman, donc Christine Lagarde, lui a dit « Mais oui, mon fils, je t'avais dit que c'était une arnaque, ces trucs. » Je t'ai dit, tu écoutes pas ta maman. Non, t'écoutes pas ta maman. Mais je t'ai dit que c'était pas bien les cryptos. La fessée. J'ouvre le débat. Je pose la question. Est-ce que faire moins 60%, est-ce que c'est les cryptos le problème? Bah oui. Tout comme l'inflation. Aujourd'hui, est-ce que ce serait pas plutôt finalement la BCE le problème? Non, je pose la question. La semaine prochaine, gardons notre énergie parce que
ça va être beaucoup plus volatile. On va pas manger que de la dinde. On a l'inflation en zone euro, la deuxième estimation du PIB aux États-Unis, je rappelle qu'il y en a 3. On a également le fameux PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation mieux pondérée que le CPI, donc qui est ressorti il y a 2 semaines, je rappelle, meilleur qu'attendu. C'était ce qui avait permis de relancer les indices sur les niveaux actuels. Restons disciplinés dans un marché un peu plus calme en cette fin d'année, surtout après avoir fait comme ça de belles opérations, ça sert à rien de tout cramer. Merci de votre confiance à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de rejoindre la communauté IVT cette semaine. Très bon week-end à vous tous. Merci pour vos likes. N'hésitez pas, même si je le dis en fin de vidéo, il faudrait que je le dise au milieu parce que sinon après les gens oublient et partent avant de le poser. Merci de votre soutien. Merci à tous les nouveaux abonnés. C'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Très belle semaine, très bon dimanche. À très vite. Ciao, ciao.